Bonjour Clotilde Champérache. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Vous êtes spécialiste de l'économie criminelle, auteur de ce livre, La géopolitique des mafias, publié en 2022, réédité en 2024 aux éditions de Poche. Le voici, maître de conférence également au Conservatoire national des arts et métiers. Alors on va revenir effectivement sur cette lutte, cette guerre sans fin contre le narcobanditisme. Le maire de Marseille, issu du Parti socialiste, Benoît Payan, qui alerte ce matin sur RTL sur un manque d'effectifs de police dans des proportions importantes. Quelques jours après l'assassinat de Mehdi Kessassi, frère du militant écologiste, militant anti-drogue, très engagé dans la lutte contre le narco-banditisme, Amine Kessassi. Que vous inspire cette déclaration de Benoît Payan ? La police, la gendarmerie manque d'effectifs, c'est réel, mais pas forcément des effectifs dans la rue, des effectifs en police judiciaire pour faire des enquêtes au long cours, pour arrêter bien plus que simplement les petites mains du trafic, Oui. et essayer de remonter les filières pour avoir une action sur l'approvisionnement lui-même, que la drogue soit moins facilement disponible, qu'éventuellement elle devienne donc plus chère et que ça dissuade aussi certains consommateurs. Ce que vous dites, c'est que la police aujourd'hui n'a plus le temps de mener des enquêtes au long cours pour aller démanteler des réseaux. La politique du chiffre et l'idée qu'il faut avoir une activité proactive qui puisse être valorisée dans les bilans d'activité, ça a perturbé, ça met l'accent sur le court terme, avec par exemple les opérations Place Nette, et ça met dans l'ombre le travail de longue haleine qui prend des mois, des années d'enquête pour remonter les filières, pour taper fort dans le réseau. Et la police judiciaire actuellement est en grande difficulté pour tout ce qui est police nationale, hein, avec des concours, on n'arrive pas à recruter les personnes parce que ce sont des carrières qui ne sont pas valorisées. Et la gendarmerie qui se porte mieux, mais qui aurait besoin d'avoir encore plus d'hommes. On parle de frapper les narcotrafiquants au portefeuille. Ça suppose des enquêtes patrimoniales qui prennent du temps, qui demandent une certaine technicité. Et il faut des hommes et il faut aussi des formations pour maîtriser les mécanismes financiers. Et ça demande évidemment du temps, ça demande de l'argent. Ce que dit Benoît Payan, le maire de Marseille, est évidemment en première ligne face à ce fléau du narcotrafic dans sa ville de Marseille. Lui, eh bien, il explique l'explosion de la criminalité en bande organisée par, je le cite, un relâchement des forces de l'ordre sur la question du narcotrafic. Et ce qu'il met en avant, c'est le fait que les forces de l'ordre sont selon lui davantage employées dans la poursuite des personnes en situation irrégulière et notamment vis-à-vis des personnes visées par des OQTF. C'est un problème structurel qu'il dénonce, Benoît Payan. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui et qu'est-ce qui ne fonctionne pas finalement dans cette grande machine ? En réalité, ce qui se passe sur le territoire, c'est un problème de respect de la loi à tous les niveaux. C'est-à-dire il y a ce problème de narcotrafic, il y a les OQTF, il y a aussi tous les refus d'obtempérer. Et les forces de police et de gendarmerie sont débordées par la multiplicité des trafics, des atteintes à la loi. Et tout ça, c'est à effectif constant. Donc, effectivement, il y a un problème de débordement. Et par contre, ce qui n'est pas évoqué aussi, c'est la question de ces mineurs isolés. On a eu l'enfant qui est dans le coma, un enfant de 12 ans, mineur isolé, qui, lui, est instrumentalisé par le narcotrafic. Et cette dimension de criminalité forcée qui emploie des mineurs français ou étrangers et qui profitent de cette misère humaine pour les faire entrer dans un trafic qui pour eux va être létal. Hein. C'est ceux qui vont tomber le plus facilement lors des règlements de compte, etc. Ça n'est pas traité et ça n'est pas suffisamment dénoncé non plus par les forces de l'ordre. Pas par les forces de l'ordre, mais par l'État, en fait. Par les politiques. Par les politiques, oui. On va revenir évidemment sur ce rôle, cette question des mineurs isolés, cette sorte de chair à canon qui sont envoyés effectivement sur le terrain et bien souvent effectivement en première ligne face à ces règlements de compte. Juste pour revenir sur ce que dit Benoît Payan ce matin, lorsqu'il parle notamment des OQTF, et pour pousser un peu plus loin, la question c'est de savoir si la lutte contre l'immigration illégale est un vecteur important, à quel degré justement dans cette politique d'endiguement du narco-banditisme. Encore une fois, il y a une instrumentalisation et effectivement, les migrants illégaux qui n'ont pas forcément de possibilité de s'insérer justement du fait de leur clandestinité sur les territoires, de s'insérer dans la sphère légale, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est se tourner aussi vers ces filières illégales et ils sont
doublement victimes, le fait d'être sans papier et en plus d'être dans des positions d'exploitation, c'est une vraie problématique. Et en plus, se surajoute à ça la problématique des mineurs. C'est vrai que c'est encore plus des personnes qui vont tomber dans les mains de ces trafiquants. Sur l'ampleur du phénomène, les obsèques d'ailleurs de Mehdi Kessassi se sont déroulées hier, et son frère, donc Amine Kessassi, lui, eh bien, il a pu y assister, mais enfin il est quand même assisté muni d'un gilet pare-balles, avec également une horde de forces de l'ordre qui étaient présents sur place justement pour assurer sa protection. Ça se passe en France en 2025. Comment en est-on arrivé là ? Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce que les organisations criminelles pouvaient faire et de ce qu'elles visaient. Notamment parce qu'on a adopté un point de vue purement de marché illégal. C'est-à-dire il y a un marché qui ne respecte pas la loi parce que la marchandise commercée est prohibée, mais finalement c'est quand même un marché, une histoire d'offre et de demande. Et c'est des flux de marchandises, bon c'est regrettable, mais c'est pas problématique pour l'État. En réalité, ce qui se passe derrière, c'est que vous avez des organisations criminelles qui, pour certaines, visent le profit, mais visent aussi le pouvoir, l'emprise territoriale. Et là, on est dans cette dimension-là d'affrontement entre l'État et des organisations criminelles qui veulent contrôler des populations, contrôler des territoires et proposer leur propre ordre criminel. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, justement, assume cet affrontement ? Lorsque Amine Kessassi dit « je ne me tirerai pas » et qu'il appelle l'État à engager une lutte à mort, et il sait de quoi il parle, contre le narcotrafic, est-ce qu'au fond, on n'a pas affaire là à un citoyen qui, aujourd'hui, alerte et qui fait finalement ce que l'État ne fait pas ? Oui, alors il y a beaucoup de gens qui alertent depuis longtemps parce que la problématique des stupéfiants, elle n'est pas récente. Enfin, ça fait des années qu'on observe ce processus de montée en puissance de la consommation et que tant que ça n'était pas visible en termes d'atteinte à l'ordre public, avec ces règlements de compte, ces meurtres, on n'en parlait pas, ou en tout cas on se disait que c'était un moindre mal. Et ce qui change là, c'est d'ailleurs que c'est un innocent qui est touché, qui est assassiné. Oui. C'est quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec le trafic. Et c'est en ce sens d'ailleurs que Laurent Nunez parle d'un point de bascule. Oui, parce que là, on est dans une logique d'intimidation où effectivement, on essaie de forcer au silence l'émergence d'un tissu associatif qui refuserait cette emprise territoriale criminelle sur un territoire. Et ça, les organisations criminelles, elles n'ont pas envie qu'en face d'eux, il y ait une structure sociale, un corps social qui dise non à ces trafics-là. Ce que l'on veut aujourd'hui dans ces bandes, dans ce narcotrafic, c'est intimider. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, cela touche le frère d'un influenceur ? Est-ce que demain, ça pourrait toucher des politiques ? Est-ce que ça pourrait toucher des journalistes, d'autres types de personnes, j'allais dire de personnes publiques ? Il y a des menaces qui sont réitérées contre des personnes engagées dans la lutte contre les trafics. Ce sont des menaces qui n'ont pas débouché sur des assassinats, mais c'est une possibilité aussi que ça arrive. Pour l'instant, on reste quand même dans une situation relativement sous contrôle, mais ne pas réagir et ne pas réimposer l'autorité régalienne sur les territoires, ça peut déboucher sur ce genre de situation où le rapport de force passe aussi par l'assassinat de personnes représentant l'État. Mais pourquoi ces bandes semblent-elles prospérer à ce point ? Vous avez enquêté sur le sujet dans ce livre, la géopolitique des mafias. Expliquez-nous d'abord comment ça fonctionne. Qui sont-ils, ces chefs de bande ? Comment ça s'organise ? Alors, en réalité, c'est aussi une problématique française, c'est qu'on ne réfléchit pas en termes d'organisation criminelle. On est sur un marché illégal qu'on abstrait de tout son écosystème. Le trafic de stupéfiants, c'est un aspect de l'économie criminelle, de l'économie illégale. Il y a plein d'autres fraudes, plein d'autres trafics, y compris des trafics moins risqués en termes de répression pénale. La contrebande de cigarettes, c'est quelque chose qui explose aussi sur le territoire, mais dont on parle peu parce que justement, il n'y a pas ces enjeux de règlement de compte. Au niveau du trafic de stupéfiants, on n'a pas une organisation criminelle qui gère tout de A à Z. Ce sont différentes bandes qui, au fond, se partagent le terrain ? Oui, et qui en plus sont les bandes sur notre territoire qui sont en bout de chaîne. C'est-à-dire que au-delà d'eux, il y a les intermédiaires de gros, et c'est ceux-là qu'il faut cibler, parce que c'est en les touchant, eux, qu'on empêche l'approvisionnement en tonnes de cocaïne, par exemple.
Et nous, on voit l'aspect final. Donc finalement, quand on fait tomber une bande, il y a un appel d'air pour d'autres bandes et éventuellement, ça va passer par des regains de violence parce qu'il faut s'accaparer un territoire qui a été laissé vacant. Quel est le poids des nouvelles technologies, du cryptage, du numérique justement, dans le fait que ces bandes aujourd'hui semblent prospérer encore plus que jamais? Oui, alors on a eu un processus qui a été accéléré pendant la crise sanitaire, qu'on a appelé d'ubérisation de cet approvisionnement stupéfiant, c'est-à-dire que le traditionnel point de deal continue d'exister, mais on a développé des livraisons à domicile qui vont passer par les réseaux sociaux, etc. C'était déjà au début des années 2000 que ça a commencé à se mettre en place. La crise sanitaire, avec l'impossibilité de s'approvisionner sur les points de deal, a fait que les trafiquants se sont adaptés, ont développé ces filières-là et se sont même professionnalisés. C'est-à-dire qu'il y a des fichiers clients, il y a des centrales d'appel, il y a un marketing extrêmement offensif. Et ça change la donne au niveau du consommateur parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas aller sur un point de deal, c'est risqué, c'est dans des coins qui peuvent être un peu dangereux. Et puis socialement, on n'avait pas envie d'être identifié. Et ça leur offre tout un nouvel éventail de possibilités pour alimenter leur business. Et c'est pour ça qu'on consomme, y compris maintenant en milieu rural, que vous avez toutes les catégories sociales qui sont concernées. Et il y a une désinhibition de cette consommation. Et en plus, ce sont des substances addictives. Et quand vous recevez des SMS, des offres promotionnelles, ça vous enfonce encore plus dans cette consommation. Et tout cela participe de l'organisation de ce que certains à Marseille appellent la narcocratie. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas, effectivement, dans certains quartiers ? Alors, il y a des sommes folles qui sont liées à ce trafic de stupéfiants. Donc, on a effectivement des organisations criminelles qui s'enrichissent énormément, ce qui veut dire aussi qu'elles ont une capacité de corruption qui est énorme, elle aussi, avec un décalage entre les sommes offertes et les gestes qui sont demandés aux personnes corrompues. Insérer une clé USB dans un ordinateur pour capter des informations et ça, rémunérer 50 000 €. C'est très attractif si on ne pense pas à la responsabilité qu'on a et à ce que ça signifie comme aide active à une organisation criminelle. Sur la réponse de l'État, Emmanuel Macron disait hier depuis Berlin qu'il fallait faire contre le narcotrafic, au fond, ce que nous avons fait contre le terrorisme. Et ce matin, sur une chaîne concurrente, Frédéric Ploquin, un autre spécialiste du grand banditisme, disait au fond, peut-être que l'assassinat de Mehdi Kessassi, c'est un peu le Bataclan de la lutte contre le narcotrafic. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? En fait, on en parle depuis très longtemps, de donner les mêmes moyens. La commission sénatoriale sur le narcotrafic, l'impact du narcotrafic, avait déjà évoqué cette question. Et c'est vrai qu'il y a une réticence à dire que les outils qui servent contre le terrorisme pourraient être efficaces contre le narco-banditisme. Ce serait quoi, par exemple, comme outil, justement ? Alors, des outils de renseignement beaucoup plus puissants. Alors, ça suppose aussi une adéquation du système juridique qui permet de mieux enquêter sur certains phénomènes. Ça veut dire aussi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, une connaissance de l'organisation. Ne pas se focaliser sur tel ou tel individu comme si de lui dépendait tout le sort de l'approvisionnement en cocaïne, en stupéfiants. Le terrorisme, l'affiliation à une organisation terroriste, ça peut vous valoir une incrimination. À l'heure actuelle, pour le crime organisé, il faut qu'il y ait une matérialité. Et ça, les Italiens, par exemple, l'ont bien compris. Les commandos d'unité d'élite des carabiniers, ils sont spécialistes à la fois de mafia et de terrorisme, parce que ce qu'il y a en commun, c'est l'organisation criminelle, l'affiliation à une structure. Et ça permet de frapper un groupe et non pas seulement un individu qui est remplaçable. Et précisément sur la manière d'appréhender cette menace, ce fléau, est-ce qu'il y a un problème de méthode qui se montre également dans les chiffres ? Parce que la Cour des comptes documente que l'État investit pourtant beaucoup dans la lutte contre le narcotrafic. 1,8 milliard d'euros selon la Cour des comptes. Alors, où se situe le problème ? Que faut-il faire de nouveau ? Et au fond, est-ce que l'argent est mal utilisé ? C'est sûr que quand on utilise les opérations place nette pour faire des opérations médiatiques, le résultat, et là la Cour des comptes l'avait souligné, le résultat n'est pas à la hauteur des moyens mobilisés, y compris en termes d'hommes mobilisés sur le terrain.
Encore une fois, si on investit dans l'investigation de long terme, avec ces enquêtes patrimoniales qui font mal aux organisations criminelles, si on repense aussi le système, parce qu'on est beaucoup en silo, avec plusieurs services qui travaillent sans forcément avoir une culture du partage du renseignement, de l'information. On perd des données, on perd du temps, il y a des doublons qui se font et il faudrait un peu repenser, désiloter la question. Que pensez-vous de la création de ce parquet national antiterroriste qui doit arriver à partir du 1er janvier? Ce sera donc une quinzaine de magistrats, une cinquantaine d'agents qui seront pour le coup chargés, qui seront dédiés spécifiquement à la lutte contre la criminalité organisée. Est-ce que ça ne va pas, pour le coup, dans le sens de ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir le temps de pouvoir mener des enquêtes de terrain? Oui, alors ce qu'il y a, c'est que ce parquet, si au début les forces de l'ordre ne sont pas aussi réalignées sur cette logique de crime organisé, on est un peu au milieu du gué dans la réflexion. C'est-à-dire qu'au départ, d'ailleurs, ce parquet national tel qu'il avait été pensé par la commission sénatoriale, c'était un parquet national anti-stup. Et il y a eu une évolution que je salue vers un parquet national anti-criminalité organisée qui permet de comprendre le monde criminel dans son ensemble, parce que les trafiquants de drogue sont parfois aussi polyactivités, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres activités illégales. Et si éventuellement on arrive à les frapper durement au niveau des stupéfiants, ils continueront d'avoir une activité par ailleurs. Donc il faut vraiment repenser la façon dont on attaque la question criminelle. Le trafic de stupéfiants, c'est un marché. Mais l'organisation criminelle, c'est par cet angle-là qu'il faudrait véritablement réfléchir et on n'y est pas encore tout à fait. Il n'y a pas un alignement total de la réflexion. Réfléchir, est-ce qu'il ne faut pas également avancer beaucoup plus vite sur la question du statut de repenti? Alors, c'est un peu un serpent de mer, oui. Mais finalement, c'est une question qui n'avance pas vraiment. Alors, il y a quand même des améliorations. Alors, le terme de repenti, moi, me pose problème parce que ce qu'on veut, c'est la collaboration avec la justice. C'est-à-dire qu'il y ait transmission d'informations qui soient utiles pour le procès. C'est ça, au fond, le statut de repenti. Le repenti, ça suppose que la personne se désengage totalement, condamne l'association criminelle. En Italie, on parle de collaborateur de justice parce que la dissociation n'est pas forcément nécessaire. Ce qu'il faut, c'est l'utilité de l'information à des fins de procès, de condamnation. Ce qu'il faut aussi, pour qu'il y ait des collaborateurs de justice, c'est arriver à entrer en contact avec des gens qui sont suffisamment haut placés dans l'organisation criminelle pour avoir des choses intéressantes et importantes à dire. Si on arrête les petits dealers, les choufs, eux n'ont rien à dire. Et en plus, avec cette utilisation d'une main-d'œuvre parfois mineure ou en tout cas des très jeunes, c'est de l'externalisation de la partie la plus visible et de la partie qui est la plus à risque d'être interpellée. Et ces gens-là ne savent pas en fait comment fonctionne véritablement le trafic, donc ils n'ont pas grand-chose à dire d'intéressant, encore une fois, pour la justice. Et donc il y a en tout cas encore beaucoup de travail, beaucoup de réflexions à mener. Et puis surtout, maintenant, il faut trouver des solutions concrètes pour endiguer évidemment ce fléau. Merci beaucoup, Clotilde Champérage, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'économie criminelle. Je rappelle également votre dernier livre, La géopolitique des mafias, publié en 2022, republié d'ailleurs en 2024 en édition de poche. C'est à retrouver bien évidemment en librairie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.